Très chers fidèles téléspectateurs de la chaîne Tchad 24, bonsoir et bienvenue à cette édition. Au sommaire sur examination, le gouvernement entend créer une école nationale supérieure de police dans le but de pouvoir former des professionnels des forces de sécurité. C'était lors du Conseil ordinaire des ministres ce 21 août 2025. Les détails dans un instant. Au Conseil ordinaire des ministres du jeudi 21 août 2025, le gouvernement a examiné un projet de décret portant création d'une école nationale supérieure de police ENSP. Elle a pour vision de former des professionnels aguerris des forces de l'ordre et de doter le Tchad d'une institution de référence en matière de sécurité. Tansou Anta. Dans un pays comme le Tchad, où les défis sécuritaires sont multiples, une telle école représente bien plus qu'une simple institution. Elle placera dans ses entrailles la formation d'une nouvelle génération de cadres de police disciplinés, capables d'agir avec compétence, professionnalisme et surtout avec respect des droits humains. Au-delà de la technique, l'École nationale supérieure de police doit devenir un lieu d'apprentissage de l'éthique et du service public pour que les citoyens et forces de l'ordre se côtoient sans bavure. Une formation de cette envergure peut aider à restaurer la confiance. La théorie de la création de l'ENSP étant annoncée, les Tchadiens attendent sa transformation matérielle adaptée à la déontologie policière. Ici, l'enjeu est de taille. Donner à cette école les moyens nécessaires, notamment des enseignants qualifiés, des équipements modernes avec des partenariats internationaux pour sa qualification en formation d'excellence. Elle serait la bienvenue car l'ENSP sera une opportunité majeure pour renforcer notre sécurité et professionnaliser nos forces de l'ordre. Ce vendredi 22 août 2025, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a présidé à Abéché une réunion de coordination, d'évaluation, de suivi et de prise de décision relative à la riposte contre le choléra. Une rencontre qui a regroupé les chefs et représentants d'agences onusiennes et organisations nationales. Le compte rendu de Jessica Ferry. Le but de cette réunion de coordination est d'évaluer l'ampleur de la situation épidémiologique, de suivre l'évolution de l'épidémie et de prendre des décisions appropriées afin de lutter contre le choléra qui sévit depuis le 24 juillet dans cette région du pays. Dr Dissia Fitouan, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence en santé publique, a exposé la situation épidémiologique liée au choléra depuis la déclaration du premier cas le 24 juillet dernier. Il a également précisé que 100 districts sont déjà touchés. Lors de ces échanges, un accent particulier a été mis sur la nécessité de renforcer les actions afin de lutter efficacement contre la maladie, notamment à travers l'amélioration des activités d'hygiène et d'assainissement, ainsi que le financement du plan de riposte. Les dirigeants et représentants des agences onusiennes ont exprimé leurs préoccupations concernant la situation actuelle, soulignant l'attention portée par les partenaires techniques et financiers. Ils ont réaffirmé leur engagement à maintenir un soutien adapté aux besoins et aux réalités sur le terrain. Les discussions ont ensuite porté sur l'arrivée imminente des vaccins, le renforcement des communications, l'intensification des actions de sensibilisation et la mobilisation des ressources. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a présenté les actions déjà mises en œuvre ainsi que celles actuellement en cours, en mettant un accent particulier sur l'importance de la sensibilisation et de la communication afin de favoriser une réelle prise de conscience au sein des communautés. Il a également encouragé les acteurs à s'engager dans un esprit de solidarité et de mobilisation collective de manière continue. L'OCFO, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Tchad, a organisé cet après-midi une causerie débat autour des défis liés à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat et à la mobilité estudiantine. Cette deuxième série de causeries débat a été introduite par le représentant de la coordinatrice de la délégation de l'Union européenne au Tchad, Toussaint Ablaye Rouasngar, que je vous propose de suivre. La thématique jeunesse et citoyenneté, objet de la causerie débat de ces jours, s'insère dans cette démarche. En effet, cette causerie vise à permettre aux jeunes de connaître davantage leurs droits et devoirs, d'améliorer leur
interaction dans les prises de décision pour la construction d'une société intégrée et pacifique. Nous nous réjouissons donc de l'organisation de cette causerie de débat par le CEFOD. Connaissant votre dévouement aux actions de citoyenneté, nous sommes convaincus que vous saurez contribuer à faire de la jeunesse tchadienne une jeunesse citoyenne. Au regard de la composition du panel et des personnes réunies dans cette salle, je ne doute pas un instant qu'il y aura un débat objectif et constructif avec la sagacité de chacun de vous. De vos débats sortiront des analyses pertinentes pour une large diffusion. Pour ce faire, je voudrais vous remercier d'accepter d'apporter votre expertise à la causerie débat. L'Union européenne est fière d'apporter sa contribution au CEFOD et partant à toute la société civile. Elle entend continuer à soutenir les actions de la société civile dans sa contribution à une société tchadienne dont les citoyens sont respectueux de leurs devoirs et connaissant leurs droits. La violence visant des personnes en raison de leur foi ou de leur conviction continue de se multiplier au fil des décennies, malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1949 qui garantit sur la liberté d'expression, de pensée et religion. À l'heure actuelle, les violences faites aux religieux jalonnent le monde. Asiam Kandiara. Face à la recrudescence d'attaques ciblées souvent dirigées contre des minorités religieuses, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé d'agir. Le 28 mai 2019, l'Assemblée générale a adopté la résolution 73/296 proclamant le 22 août Journée internationale des commémorations des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leurs convictions. Des résolutions 73/L.85 portée notamment par la Pologne et soutenue par de nombreux États membres. Il visait à reconnaître la souffrance des victimes et à appeler à une action collective contre l'intolérance et les crimes commis au nom de la religion. Cette journée a pour objectif de rendre hommage aux victimes de violences religieuses et rappeler leur dignité, condamner toutes les formes de violence et de terrorisme motivés par des convictions religieuses, renforcer la prévention par le dialogue interreligieux et interculturel, l'éducation aux droits de l'homme et la participation des sociétés civiles et de responsabiliser les États dans la protection des minorités religieuses et dans l'application du droit international. La journée du 22 août s'inscrit dans un contexte où les attaques contre des églises, mosquées, synagogues, temples ou sanctuaires se sont multipliées dans plusieurs régions du monde. Les Nations unies ont rappelé que ces violences ne visent pas uniquement les individus, mais aussi leurs lieux de culte, leurs biens, leurs écoles et leurs institutions culturelles. Au Tchad, pays à la fois musulman majoritaire et chrétien important, la cohabitation entre différentes communautés religieuses a longtemps été marquée par un esprit de tolérance. Toutefois, comme dans plusieurs États de la région sahélienne, le pays n'est pas épargné par les tensions liées à la religion. Cette journée prend une dimension particulière car elle relie les principes universels de l'ONU au vécu quotidien des populations exposées aux violences religieuses dans le Sahel. C'est à la fois un appel à l'unité nationale, un engagement contre l'extrémisme et un hommage aux victimes. Depuis son adoption, cette journée est célébrée chaque année par des débats, conférences et événements organisés à l'ONU et dans plusieurs pays. Elle est devenue un moment de réflexion collective sur la tolérance, la coexistence pacifique et la défense des droits fondamentaux. La coordination des jeunes cadres pour le développement local COCADEL a annoncé le lancement d'une caravane médico-sociale dans les deux provinces de l'Eneti. Cette annonce a été faite lors d'un point de presse qui s'est tenu ce vendredi 22 août au siège du Sénat, situé au quartier Ndiari. L'objectif de cette caravane est de répondre aux urgences sanitaires, éducatives et sociales identifiées lors de sa mission d'études MESCAS. Suivez à ce propos le coordonnateur Ahmad Abdoulaye Duo. Cette initiative fait suite à la mission d'études éducatives, environnementales, sanitaires, culturelles et d'action sociale MESCA, conduite par la COCADEL du 2 au 17 janvier 2025. Au terme de cette mission, plusieurs constats préoccupants ont été relevés, notamment des besoins sanitaires urgents dus à l'insuffisance d'infrastructures, de médicaments et du personnel. Des besoins éducatifs marqués par le manque de matériel didactique et d'encadrement adapté pour les jeunes. Des besoins sociaux et culturels
liées à la vulnérabilité des familles et à l'isolement géographique de ces provinces. C'est pour apporter une réponse concrète à ces urgences que la COCADEL initie cette caravane médico-sociale. Un appel au partenariat et à la solidarité pour garantir la réussite de cette mission humanitaire. La COCADEL sollicite le concours et la collaboration des médecins et spécialistes, infirmiers et tout autre corps médical désiré de s'impliquer bénévolement. Les entreprises privées et fondations dans le cadre de leurs responsabilités sociales. Les institutions étatiques et ministères concernés, à savoir le ministère de la Santé, de l'Éducation et de l'Action sociale. Les ONG et associations humanitaires partenaires. Les personnes de bonne volonté souhaitant contribuer par un soutien moral, matériel et financier. Nous parlerons environnement dans cette édition du journal avec le coup d'envoi de la Semaine de l'Arbre, édition 2025. La cérémonie a été présidée par Goukouni Sidimi, délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, en présence des autorités administratives, civiles, militaires et religieuses et traditionnelles. Le compte-rendu de Gapilia Blaise et Abakar Dim. Plantons des arbres pour relever les défis du changement climatique est le thème que les activités de la Semaine de l'Arbre dans la province du Mayo-Kébi-Est seront animées. Pendant la cérémonie de lancement des activités, le délégué de l'environnement du Mayo-Kébi-Est, Boubakari Oumarou Mana, a présenté les vertus de l'arbre. L'arbre n'est pas un simple décor. Il est la colonne vertébrale de notre écosystème. Il est un bouclier contre l'avancée du dessert et l'érosion des sols. Il est un grenier qui abrite une biodiversité précieuse. Il est un régulateur du climat et un puits de CO2. Il est une pharmacie traditionnelle et une source de nourriture. Il est enfin une source économique vitale pour notre population. Lançons les activités de la Semaine de l'Arbre au Mayo-Kébi-Est. Le délégué général du gouvernement auprès de la province, Goukouni Sidimi, dit que les plus hautes autorités accordent beaucoup d'intérêt à la préservation de l'environnement. Cette journée, instituée dans notre pays, revêt une importance capitale, car elle nous rappelle chaque année le rôle vital que joue l'environnement dans notre quotidien, notre économie et la survie de la planète Terre. La phase cérémoniale est accompagnée par la plantation des arbres. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est, le secrétaire général de la province, le préfet et le sous-préfet de Bongo rural. Il faut rappeler que la délégation de l'environnement a organisé ces activités en collaboration avec l'Action locale de développement durable ALDD, l'association Ville Verte et Propre, l'association des jeunes pour un environnement sain avec l'appui de la CNPC. À présent, l'essentiel de l'actualité internationale avec Maroka Cécile. Ouvert le mois dernier, le procès de l'ancien président congolais Joseph Kabila devant la haute cour militaire touche à sa fin. Le procureur général de l'armée doit présenter son réquisitoire ce vendredi. Président de la République démocratique du Congo de 2001 à 2019. Il est jugé par contumace pour l'ensemble des crimes attribués aux rebelles de l'AFC M23 dont il est accusé de soutenir. Pour réparer, le gouvernement a demandé près de 5 milliards de dollars. Les provinces du Sud Kivu, d'Ituri et du Nord Kivu réclament 21 milliards de dollars supplémentaires et la saisie des avoirs bancaires de l'ex-président. En Israël, des Palestiniens participent à une manifestation appelant à la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en négociation pour la libération de tous les otages, veut mettre fin à la guerre de Gaza. Les propos du dirigeant israélien ont été enregistrés dans une vidéo jeudi avant une réunion de sécurité de haut niveau convoquée par Netanyahou avec les chefs de la défense et les ministres du gouvernement. La Colombie a placé une partie de son territoire sous haute surveillance militaire.
C'est vendredi 22 août, après 2 attaques ayant fait au moins 18 morts et des dizaines de blessés. Ces violences surviennent dans un contexte politique tendu. À un an de l'élection présidentielle, jeudi après-midi, un camion a explosé près d'une base aérienne à Gali, 3e ville du pays, causant la mort d'au moins de 6 personnes et blessant une soixantaine d'autres, selon les autorités locales. À Washington, l'administration Trump a annoncé jeudi le lancement d'une vaste révision portant sur plus de 55 millions de titulaires de visas américains validés. Identifie d'éventuelles violations susceptibles d'entraîner une révocation des visas et le cas échéant une expulsion. Selon le département d'État, tous les détenteurs de visas, y compris les touristes, sont soumis à une vérification continue destinée à repérer des éléments d'inéligibilité, dépassement de séjour, activités criminelles, menaces à la sécurité publique ou encore liens avec des organisations terroristes. Plus d'une décennie, le Kenya s'est progressivement affirmé comme un centre névralgique d'un réseau international de trafic d'organes. Des patients aisés, originaires notamment d'Allemagne, de France, d'Israël ou de la Russie, se rendent dans le pays afin de contourner les longues listes d'attente pour les greffes de reins dans leur propre pays. Certains d'entre eux n'hésitent pas à débourser jusqu'à 2 000 € pour une intervention, qu'ils associent parfois à un safari de luxe. Au centre de ces commerces opaques se trouve un hôpital actuellement sous suspension, accusé d'avoir réalisé des opérations illégales. Dans son sillage, un réseau de courtiers s'attaque à des jeunes hommes kenyans en état de grande précarité. En échange de leurs reins, ces donneurs perçoivent souvent seulement 1 500 €. C'est la fin de cette édition, mais avant de se séparer, retenez ceci. Sachez que le meilleur moment de la semaine est arrivé, c'est le week-end. Prenez bien soin de vous. Au revoir.